Alors j'ai fait la rencontre d'un astrologue que j'avais perdu de vue depuis 30 ans, qui s'appelle Christophe Van der Noot, qui habitait Lyon et qui maintenant est dans la région parisienne. Et nous avons parlé pendant 3 quarts d'heure d'astrologie dans ce salon de la porte de Versailles, qui se tient pour ces derniers jours de janvier et début février. Alors je lui ai posé un certain nombre de questions, je pense que ça vous intéressera d'étudier la vidéo, il y a 2 vidéos d'ailleurs, qui totalisent à peu près 3 quarts d'heure, l'une avec l'autre. Et c'est intéressant d'étudier les contradictions, les allées et venues de ce monsieur, qui est tout à fait typique. C'est-à-dire qu'à la fois, on joue la carte de la cohérence générale de l'astrologie, et à la fois, on joue la carte de la validation de l'astrologie. Or, comme dit Van der Noot, il y a un problème le reproche principal qu'on fait à l'astrologie, c'est son irrationnel. L'irrationnel, ce n'est pas une question de ça marche ou ça ne marche pas. On peut très bien dire que ça marche, mais que c'est irrationnel, en mettant ça sur le compte éventuellement du diable, je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas le débat. Mais en même temps, la tentation, et moi-même j'étais souvent marqué par cette tentation, hein, regrettablement d'ailleurs, la tentation, c'est de laisser croire que la théorie va être validée par telle ou telle pratique. Je pense que c'est une façon de faire qui est malheureuse, globalement, qui se révèle malheureuse. Certains astrologues diront, mais alors, comment ça vous ne voulez pas valider l'astrologie, vous ne voulez pas prouver que ça marche. D'abord, premièrement, quand on discute avec des gens sérieux, le fait de dire que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas concluant. Il peut y avoir des escroqueries. On connaît la fameuse histoire de l'automate qui joue aux échecs à la cour de Louis XV, ou de Louis XVI, je ne sais plus, alors qu'il y avait en réalité un petit joueur caché dans l'armoire qui soutenait l'automate. Donc dès qu'il y a un fait, ce fait peut tout à fait être l'objet d'une contrefaçon, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se fier aux faits. Donc il faut se fier à quoi? Eh bien il faut se fier à notre intelligence, c'est-à-dire à notre exigence logique. Nous sommes protégés par notre exigence logique contre tous les discours plus ou moins vaseux. Nous avons des anticorps à ce niveau-là. Parce que les hommes ont des anticorps, et donc quand ils entendent un discours qui ne tient pas debout, ils le rejettent tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'il va marcher, ce discours, qu'il ne va pas être rejeté. Donc il faut sortir de cet argument. Alors, je pense que Patrice Guinard avait peut-être compris cela en son temps, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il avait raison de dire que l'astrologie n'a pas à se démontrer, ou à se prouver, ou à se valider par les faits, qu'elle doit se valider par sa cohérence, ce qui est un peu d'ailleurs le discours de Jean-Pierre Nicolas, dont Patrice Guinard était l'élève, le disciple. L'astrologie gagnera dans le domaine de la cohérence. Et la cohérence, c'est dans le domaine de l'interdisciplinarité, parce que quand un savoir est compatible avec d'autres savoirs, eh bien, il gagne en cohérence, il gagne en vraisemblance. Et quand un savoir n'arrive à se justifier que par des preuves, entre guillemets, d'ordre pratique, qu'elles soient des preuves au niveau de la consultation individuelle, qui n'engagent que les personnes qui en profitent, ou des preuves au niveau de la prévision mondiale, ce sont là des voies qui sont plus ou moins des impasses, des voies de garage. Donc, la grande question, c'est la cohérence du discours astrologique.
Et surtout, pour employer une expression que j'ai souvent employée, la purification, la décantation de l'astrologie, ce qui signifie que l'on va évacuer de l'astrologie tout ce qui est douteux, tout ce qui est problématique, tout ce qui est superfétatoire. Et on est dans le rasoir d'Occam, c'est-à-dire la parcimonie, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un discours minimal, parce que ce n'est que dans le discours minimal qu'on arriverait à savoir ce qu'on fait, que dans le discours hyperbolique, pléthorique, on est perdu, on est noyé.